Bonjour, bienvenue dans Lex Inside. Au programme de ce numéro, comment réagir à une dénonciation en ligne, les nouvelles opportunités dans le secteur de l'aéronautique et enfin, on verra comment les avocats peuvent améliorer leur efficacité. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Hélène Daher, fondatrice de Daher Avocat, pour évoquer le sujet « Comment réagir à une dénonciation en ligne ?» Hélène, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce qu'une dénonciation en ligne ? Alors une dénonciation en ligne sous l'angle du droit du travail, dont je vais parler aujourd'hui, c'est la publication sur le web de propos imputables à une personne identifiée ou identifiable et qui sont des propos répréhensibles. Donc ce qui distingue une dénonciation en ligne d'un avis ou un simple commentaire, c'est la nature des faits répréhensibles. Typiquement, on va accuser une personne ou une entreprise de harcèlement sexuel, harcèlement moral ou agissement sexiste. Donc c'est des faits qui sont répréhensibles puisqu'ils peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires, civiles, voire même pénales, et qui peuvent aussi démontrer un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité vis-à-vis des salariés. Et puis ce qui définit également une dénonciation en ligne, bien sûr, c'est le caractère public de la dénonciation. Alors, quelles sont les bonnes pratiques en la matière ? Alors, moi, je recommande toujours un raisonnement en deux temps. Donc, il y a le temps court et le temps long. Le temps court, c'est les jours qui vont suivre la dénonciation. Et le premier conseil que je donne à mes clients, c'est de ne pas se précipiter. Souvent, une réponse précipitée et inadaptée, c'est rarement gage de qualité. Et on peut soit tout de suite avouer ou au contraire nier en bloc. Donc, c'est vraiment pas la bonne pratique à avoir. Donc, il faut prendre du recul, préparer sa réponse. À l'inverse, une réponse trop tardive peut être un aveu de culpabilité, ce qui pose évidemment difficulté. Et puis, si on réagit mal, on peut par exemple sur une dénonciation de faits de discrimination, on peut donner des statistiques d'origine ethnique. Évidemment, c'est non seulement totalement inapproprié, mais en plus, c'est pas légal pour une entreprise d'avoir de tels quotas ou statistiques. Donc, en bref, il faut réagir vite, mais sans précipitation. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est d'analyser les propos qui ont été tenus. Est-ce que ça relève de la liberté d'expression, ce qui est tout à fait possible, ou est-ce qu'au contraire, ça relève d'un abus de la liberté d'expression ? Donc là, schématiquement, il y a trois formes d'abus. Il y a l'injure, c'est assez facile à déterminer. C'est par exemple, mon employeur est un tyran. Le deuxième abus, c'est la diffamation, qui va accuser quelqu'un de propos répréhensibles. Typiquement, mon employeur viole le droit du travail, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et la troisième chose, c'est le dénigrement commercial, type appel au boycott. Donc ça, j'identifie si finalement c'est la liberté d'expression ou un abus de la liberté d'expression. Je ne dis pas forcément que ça doit donner lieu à des poursuites judiciaires, mais le fait de pouvoir identifier ces difficultés-là permet de cibler au mieux la réponse. Le troisième conseil, toujours dans le temps court, c'est je cible ma réponse. Quand c'est une dénonciation ponctuelle ou isolée, d'abord, je vais répondre publiquement sur le même canal de communication et je vais m'adresser, ça c'est dans le cadre du droit de réponse. Et ensuite, je peux faire une réponse en off, en one-to-one auprès de la personne qui est l'auteur de la dénonciation. Et s'il y a un abus de liberté d'expression, éventuellement lui en faire part en lui expliquant les risques qu'il encourt à commettre de tels abus. Ça, c'est le temps court. Ensuite, il y a le temps long. Donc le temps long, il est en deux temps. C'est d'abord faire une enquête, évidemment pour faire la lumière sur les faits. Et ensuite, bien sûr, prendre des mesures de prévention, des mesures correctrices. Donc l'enquête, je dis que c'est le temps long, mais parfois ça peut être aussi opportun de le faire immédiatement. Et ça répond aussi à un temps court, ça dépend de la temporalité. Donc l'enquête, elle va dépendre des faits qui sont reprochés. Si c'est des faits du type harcèlement sexuel, harcèlement moral ou agissement sexiste, c'est très simple, ça passe par une enquête interne dans l'entreprise. Donc l'enquête interne dans les règles de l'art, elle est menée par un responsable des ressources humaines, idéalement accompagné d'un représentant du personnel. Il ne faut pas évidemment que ce soit le responsable des ressources humaines qui soit incriminé par les faits, naturellement, auquel cas ça peut valoir le coup d'externaliser l'enquête à un cabinet d'avocats ou un cabinet de conseil. Donc je prépare l'enquête, j'identifie les personnes que je vais auditionner. Donc c'est un échantillon de personnes, par exemple dans un département qui pose problème. Je rédige mon questionnaire. Donc là, c'est des questions qui sont suffisamment larges pour pouvoir libérer la parole et à la fois suffisamment pertinentes pour avoir un effet utile, bien sûr. J'auditionne les salariés que j'ai identifiés et puis je rédige le compte-rendu de l'enquête. Ça, c'est quand on est sur des agissements type agissement sexiste, harcèlement, etc. Quand c'est des dénonciations sur la charge de travail, parce qu'on en a vu beaucoup aussi,
non-respect des horaires, non-respect du temps de travail. Là, la première étape, c'est de faire un audit des contrats de travail, vérifier comment le temps de travail est organisé, et puis étudier les dispositifs de contrôle du temps de travail qui sont extrêmement importants. Est-ce qu'ils existent? Est-ce qu'ils sont conformes, etc. Et le troisième type de recours de l'employeur, c'est évidemment d'étudier les comptes rendus d'entretien professionnel, qui en disent en général beaucoup sur la façon dont se passe le travail, le bien-être au travail, l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Donc ça, c'est la première partie du temps long, c'est-à-dire j'enquête, je fais la lumière sur les faits. Et ensuite, bien sûr, j'en tire les conséquences. Donc j'en tire les conséquences. D'abord, évidemment, s'il y a des personnes qui sont incriminées, qui sont visées par la dénonciation et qui sont coupables de harcèlement sexuel ou moral, il faut sanctionner ces personnes. Donc là, il y a évidemment une palette des sanctions qui est envisageable. Ça va de l'avertissement à la mise à pied jusqu'au licenciement, éventuellement pour faute grave. Donc ça, c'est l'employeur doit prendre ces mesures-là pour écarter l'auteur des faits des personnes qui sont victimes. La deuxième chose à faire, c'est préparer des formations ciblées pour les managers, des formations de prévention des faits de harcèlement, des agissements sexistes, de dosage de charge de travail. Donc des formations vraiment pédagogiques et ciblées pour les managers. Ensuite, il faut onboarder les représentants du personnel. C'est extrêmement important de pouvoir avoir à ses côtés les représentants du personnel. La quatrième façon de faire, c'est d'organiser des entretiens individuels, donc d'augmenter la récurrence des entretiens individuels avec les salariés et puis avoir aussi des entretiens collectifs ou semi-collectifs avec un échantillonnage de personnes qui sont sur la base du volontariat, un échantillonnage intelligent avec différentes catégories de salariés, âge, sexe, ancienneté, etc. Et puis rédiger éventuellement une charte des bonnes pratiques qui permet de cadrer les situations et qui permet aussi publiquement au sein de l'entreprise de montrer son attachement au respect des bonnes pratiques et des valeurs. Donc maintenant qu'on a vu les bonnes pratiques, quels sont les pièges à éviter? Alors, le piège à éviter quand on fait face à une dénonciation en ligne, c'est, comme je le disais tout à l'heure, de réagir à chaud, de nier en bloc ou de reconnaître sans aucune réserve ce qui est l'objet de la dénonciation, ou encore de se positionner en victime, par exemple, en disant pourquoi ça m'arrive à moi en tant qu'entreprise, etc. Ça, c'est les pièges, je dirais, immédiats. Le deuxième piège, c'est de prendre à partie l'auteur de la dénonciation, c'est-à-dire de venir accuser l'auteur de la dénonciation. Ça, c'est vraiment un écueil évidemment à éviter. Et puis, le troisième piège à éviter, je dirais, c'est plus... Enfin, ça paraît plus évident, mais c'est en réalité être à l'écoute de ses collaborateurs, éviter que les situations qui peuvent donner lieu à une dénonciation en ligne arrivent, en fait, et puis avoir les actions préventives dont je vous parlais tout à l'heure. On n'est pas obligé d'attendre la dénonciation en ligne pour le faire. La charte des bonnes pratiques, les entretiens réguliers avec les salariés, semi-collectifs, des enquêtes régulières, tout ça, ça permet d'éviter, en fait, voilà, d'éviter, de prévenir en fait ce type de dénonciation en ligne, et puis d'être un employeur évidemment le plus à l'écoute possible du bien-être de ses collaborateurs et de l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle pour éviter ce type de dénonciation. On va conclure là-dessus. Merci Hélène d'être passée sur le plateau de Lex Inside. Merci Arnaud de m'avoir reçu. Vous êtes toujours dans Lex Inside, on va évoquer les nouvelles opportunités dans le secteur de l'aéronautique avec Rémi Blin, Head of Office du bureau parisien d'Adelcho Godard. Rémi, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, quel est l'impact de la crise sur le secteur de l'aéronautique? Alors, on devrait dire plutôt les crises, parce qu'on peut se projeter un tout petit peu en arrière. On a eu la crise du Boeing 737 MAX, qui a mis Boeing à genoux pendant quelques temps. On a eu la prise en compte de l'écologie, qui est une lame de fond qui arrive, avec les Suédois qui refusent de prendre l'avion, ou qui ont honte de prendre l'avion, comme on dit. L'arrivée des moteurs électriques, donc il y a beaucoup de changements. Alors, il est vrai toutefois que la pandémie de Covid a eu des effets très violents et très profonds. Elle touche tous les acteurs. On voit les aéroports qui sont quasiment à l'arrêt, certains totalement à l'arrêt comme Orly. On voit les compagnies qui ont du mal, qui sont sous perfusion, et certaines sont en liquidation, comme Norwegian, comme Aigle Azur et d'autres à venir.
On voit le prix du kérosène qui chute et donc les livraisons qui s'interrompent. Donc c'est vrai qu'il y a un effet très, très profond. Les grands groupes français et européens de l'aéronautique ont décidé qu'ils ne versent pas de dividendes cette année. Voilà, donc, et puis le dernier impact profond, c'est un arrêt brutal des embauches dans le secteur, alors que depuis 2014, qui était la fin de la sortie de crise de 2008, c'était un secteur qui n'avait pas arrêté d'embaucher et de créer des emplois. De quelle manière accompagnez-vous les entreprises de ce secteur? Alors, il y a deux axes. Le premier, c'est l'axe plus traditionnel, où nos équipes, par exemple, en immobilier, aident les entreprises à trouver des solutions sur les sujets de loyer et de baux. Les équipes de financement, au-delà du PGE, aident les entreprises du secteur à trouver des relais, des nouveaux financements ou à renégocier leurs dettes. Nos équipes en droit social accompagnent aussi les dirigeants et les DRH sur des solutions de flexibilité, on peut dire, ou de réduction ou d'adaptation des effectifs. Et puis les équipes de M&A, de fusion-acquisition, aident les clients à réadapter leur portefeuille de produits, à acquérir de nouvelles entreprises ou à céder des activités. Donc tout cela, c'est la partie un peu traditionnelle. Et puis la partie un peu plus novatrice, dont on a déjà parlé d'ailleurs ensemble, et qui nous voit mettre en œuvre un mix de produits, enfin de services juridiques et de services technologiques, pour essayer d'adapter la façon de travailler dans des entreprises qui ont désormais besoin de faire plus avec moins. C'est-à-dire que les salariés sont sous tension, et donc on essaye d'identifier des tâches, par exemple répétitives, que l'on peut autonomiser et standardiser. C'est quel type de tâches, par exemple? Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être l'émission de contrats répétitifs, ça peut être l'approbation de comptes des entités juridiques dans un grand groupe, où on peut dupliquer les choses de manière plus automatique. Ça peut être des contentieux qui sont faits un petit peu plus sur du volume. Donc dès qu'on a des solutions, des tâches répétitives avec une valeur ajoutée un peu moindre, on peut imaginer de les standardiser. Quelles sont les tendances qui se dessinent dans ce secteur? Alors, j'ai malheureusement pas de boule de cristal, pas plus que d'autres. Est-ce qu'on va avoir une troisième vague ou des xème vagues? Je l'ignore. Est-ce qu'on va avoir une reprise en U, en V, en W? Ça, je ne le sais pas non plus. Mais en essayant de réfléchir, on peut dégager plusieurs tendances. La première, c'est que la reprise va sans doute être différenciée par zone géographique. On voit qu'en Chine, la reprise du trafic domestique est quasiment revenue au niveau qu'elle avait avant la crise. Donc il est vraisemblable que les mouvements, la croissance qu'on voyait dans le secteur très forte en Asie avant la crise, va sans doute leur permettre de rebondir beaucoup plus vite, et en tout cas plus vite qu'en Europe et aux États-Unis où l'économie est plus mature. On va sans doute voir aussi davantage de flexibilité. On parle d'ubérisation du secteur aérien. Est-ce que ça sera tel que les transports, enfin, vu de la même manière que dans les transports terrestres, on n'en sait rien. Mais un des éléments d'avenir, c'est par exemple les drones. Les drones, les taxis, rien que pour parler de l'aspect juridique des choses, ça crée des challenges qui sont très intéressants. Pour définir le cadre juridique. Voilà. La régulation du trafic, les contrats de travail, la responsabilité. Donc on a beaucoup de choses qui vont émerger. Bien, on va tous suivre ça avec intérêt. Merci Rémi d'être passé sur le plateau de Lex Inside. Vous êtes toujours dans Lex Inside. Comment les avocats peuvent-ils améliorer leur efficacité? On en parle tout de suite avec mon invitée Anne-Hélène Amonique, fondatrice de Facilo. Anne-Hélène, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors vous faites le constat que les avocats ont un problème de qualité dans la production et le développement. Expliquez-nous. Tout simplement. Alors effectivement, je travaille depuis presque 20 ans avec les avocats.
longuement en interne et maintenant en externe. Et j'ai constaté au cours de ces nombreuses années, effectivement, leur faible performance. Donc d'abord en production. Pourquoi ce constat? Eh bien, les avocats sont des très bons juristes. Cependant, ils n'ont pas appris, que ce soit à l'université ou à l'école d'avocats, à mettre en place une production qui soit efficiente, à la fois pour gérer le cabinet, mais aussi pour communiquer ou vendre. Les conséquences, elles sont multiples. Ça a un impact déjà sur la gestion par l'urgence qu'on peut constater au quotidien. Ça a un impact sur la satisfaction client, ça a un impact sur les équipes et leur motivation, et tout ça engendre une faible rentabilité. Il faut quand même savoir que pour près de 73% des avocats, leurs revenus professionnels ne sont pas en adéquation avec le temps qu'ils y passent et les efforts qu'ils peuvent y mettre. C'est donc assez conséquent. Donc les raisons de tout ça, je l'ai dit, voilà, ils n'ont pas ou peu appris, ils ont tendance à faire souvent comme ils ont toujours vu faire, et c'est un peu la problématique. Donc l'idée, c'est de prendre un pas de recul et se demander comment est-ce qu'on pourrait faire autrement pour à la fois donc la production et le développement. Je vais y revenir. Alors justement, comment améliorer cette efficacité ? Alors, en fait, il y a 3 axes principaux. La première chose, c'est qu'on ne peut pas gérer un cabinet sur simplement des intuitions et des feelings. Il faut avoir les informations pour bien piloter son cabinet. Ça passe par la mise en place d'indicateurs. La seconde chose, c'est de découper son activité en plusieurs thèmes permettant de mettre en place des process. Donc les process, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, on ne gère pas de la même manière le cabinet d'avocat que la production de la mission, l'ouverture de dossier, la facturation, etc. Donc permettre à chaque action du quotidien d'être bien faite de façon plus efficace. C'est vraiment en agissant sur ces spécificités qu'on va permettre d'améliorer les choses. En fait, je vois trop souvent au quotidien des tâches à faible valeur ajoutée et beaucoup de répétitions. Des informations qui sont répliquées à droite, à gauche, des documents numériques qui sont imprimés pour être rescannés, etc., etc. Il faut savoir qu'un avocat perd beaucoup de temps dans son quotidien. À titre d'illustration, le logiciel canadien Clio a sorti un chiffre. Sur 8 heures de travail d'un avocat, il y a 2,4 heures de production, 1,9 heures de facturation et seulement 1,6 heures de recovery. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de temps perdu. Or, la valeur ajoutée d'un avocat, aujourd'hui, ce n'est pas dans ces petites tâches redondantes à faible valeur ajoutée, mais plutôt à accompagner le client, la stratégie, etc. Ça veut dire qu'il y a des leviers pour améliorer l'efficacité concrètement. C'est tout à fait ça, et c'est la bonne nouvelle que je veux porter aujourd'hui, c'est que finalement, il ne faut pas grand-chose pour y remédier. Parfois, ce que je vois souvent, c'est que la réponse qui est apportée, c'est on va mettre un outil numérique. Alors effectivement, moi-même, je suis plutôt très technologie, innovation. Cependant, je pense qu'appréhender les choses par le seul outil numérique, c'est une erreur, puisque comme son nom l'indique, c'est un outil, ce n'est pas une fin en soi. Et on ne peut pas appréhender les choses en disant, voilà, je vous mets un nouveau logiciel, maintenant débrouillez-vous. Il faut appréhender aussi comment on embarque les équipes dans le projet, comment on forme, comment on repense l'organisation. Et donc, voilà, c'est pour ça que moi, je vois les choses de manière beaucoup plus globale que le seul spectre de l'outil. Merci Anne-Hélène pour cet éclairage. Merci d'être passée sur le plateau de Lex Inside. Avec plaisir, bonne journée. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro de Lex Inside.